Francophone et francophile, Choubo a été diplomate en poste à Paris, ancien commissaire de l'Expo 2010 à Shanghai et haut fonctionnaire de l'UNESCO. Il continue à œuvrer au dialogue interculturel entre la Chine et la France. Bonsoir Choubo. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre De Shanghai à Paris, mon regard sur la nouvelle Chine. C'est aux éditions Odile Jacob. On va commencer par l'actualité, bien entendu. Édouard Philippe, le Premier ministre français, vous le savez, est en ce moment dans votre pays, la Chine. Il termine sa visite de 3 jours. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui les relations entre la France et la Chine? On voit ici le président Xi Jinping à l'image. Ah oui, et vous savez que la relation franco-chinoise est toujours au beau fixe, surtout depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui a effectué une visite remarquable en Chine, début de cette année, qui a laissé des images formidables. La France, c'est un pays innovant, dynamique, donc les Chinois sont très curieux de savoir comment on va travailler avec la France. Moi, je pense que c'est dans la foulée de voyage présidentiel que le Premier ministre actuellement, il est à Pékin, il est reçu par notre président. Il y a beaucoup de choses vont faire. Quand le président Macron à Pékin, il y avait 51 accords ont été initiés. Moi, je pense que c'est dans le contexte-là, le Premier ministre va faire la mise en œuvre de ces accords. Donc moi, je suis très content, très heureux de constater que les relations s'avancent de plus en mieux. Alors, quand il y a des déplacements comme ça officiels, on parle beaucoup d'économie, de gros contrats. Là, il était question d'Airbus, d'avions, il était question aussi de la viande bovine, puisqu'il y a un embargo de la Chine sur le bœuf français qui devrait être levé prochainement. Vous dites que les entreprises chinoises, elles sont riches en capitaux, tandis que les entreprises françaises, elles possèdent des labels et des savoir-faire. Ça, c'est gagnant-gagnant, selon vous? Ah oui, bien sûr, ça c'est dans mon livre. Là. Moi, je pense que c'est un constat. La Chine, c'est l'un des plus grands marchés, peut-être l'un des derniers marchés plus grands, plus volumineux. Nous avons une population de 1,4 milliard. Et la Chine aussi, vous savez, beaucoup d'épargne, beaucoup de capitaux. Mais comme nous avons changé la méthodologie de faire l'économie, vous le savez très bien, il y a 40 ans, l'économie qui était initiale, un peu primaire, dont on fait plutôt la consommation en quantité. Maintenant, c'est qualité. Donc, on va travailler dans cette deuxième phase de la consommation de qualité. Là, je pense que l'ABF français, le savoir-faire français, le Made in France, qui aura un marché magnifique en Chine. Alors, dans votre livre, vous parlez de votre vie, de votre parcours. Vous n'avez que 6 ans quand débute la révolution culturelle en 1966, 18 ans quand Deng Xiaoping ouvre la Chine au vent de la mondialisation. Vous êtes plutôt issu d'une famille, entre guillemets, de mauvais éléments. L'avenir vous semble bouché. Et voilà qu'un homme, donc Deng Xiaoping, va changer le cours de votre vie. Racontez-nous. Ah oui, bien sûr. Vous savez pourquoi j'ai écrit ce livre, quoi. Il y a beaucoup de motifs. L'un des motifs, c'est la reconnaissance, la gratitude. C'est notre éducation. Moi, je suis un enfant grandi dans la révolution culturelle. Je suis aussi un enfant, un contemporain, un témoin oculaire de cette réforme-là. Quand j'étais petit dans la révolution culturelle, c'était une famille lamentable, très pauvre. Mes parents, mes grands-parents sont de mauvais éléments de la société. Je n'ai pas d'issue politique. C'est grâce à Deng Xiaoping. Je peux faire ce que je ne peux pas imaginer. Accéder à l'université? Université, faire une carrière diplomatique, même à Paris, dans le studio. C'est impensable. Vous savez, à l'époque, nous, ces enfants des mauvais éléments, sont condamnés à mort politiquement. On n'a pas d'issue. Et d'ailleurs, vous le dites, un sort que vous avez, vous, eu, que ne connaîtront pas vos anciens camarades. C'est comme ça que commence votre livre, sur ce récit de vos retrouvailles à Shanghai avec vos anciens camarades de classe. 40 ans après, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés au juste? Ah oui, c'est grâce à le WeChat. Vous savez, maintenant, tous les Chinois pratiquent le WeChat. Avec WeChat, on a essayé de retrouver tous les... C'est un peu le Facebook chinois, 1 milliard d'utilisateurs. Oui, bien sûr, c'est un peu le Facebook, mais je pense que beaucoup plus performant par rapport au WhatsApp, WeChat. Vous avez tout additionné, tout ça. Et nous sommes des camarades à l'époque, il y a 50 ans. On est tous écoliers. Je me rappelle très bien, le premier jour de la rentrée, c'était la révolution culturelle. Et maintenant, 50 ans après, on est un peu vieux, mais c'est le retrouvaille qui est émotionnel. Le motif d'écrire ce livre, c'est un témoignage. Vous savez, dans le monde entier, on parle beaucoup de la Chine. Il y a 40 ans, personne ne parlait de la Chine. Maintenant, la Chine est incontournable. Mais il y a des opinions partout. Je vis à Paris. Tout à l'heure, moi, je vois des images de mon archive là, quand j'étais à l'Expo Shanghai. Ça me touche énormément. Il y a 8 ans. Quand j'étais à Shanghai, quand les Français viennent me voir, ce n'est pas l'opinion que j'ai perçue ici. L'opinion ici, l'opinion en Chine, ce n'est pas la même chose. Tout à l'heure, ce midi-là, j'étais avec les Français, les entrepreneurs qui viennent de Shanghai. L'opinion de leur part, ce n'est pas différent.
C'est pas celle qu'ici. Donc, dans mon récit, c'est un récit de ma part, comment je vois la Chine. Comment je vois à travers mon retrouvaille avec les copains qui sont encore des amis. Alors justement, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la Chine? Vous parlez notamment beaucoup de Shanghai, la rutilante mégalopole. Mais vous savez, au final, la Chine s'avance beaucoup. Mais moi, je ne veux pas dire que la Chine est meilleure du monde. La Chine, comme la France, on vit aussi cette transformation sociétale. Je veux un décryptage sincère. Vous savez, dans ce monde-là, il y a deux écoles. L'école américaine, grosso modo, moi, je connais très bien, parce que c'est un système à part, opaque. Donc, c'est un système qui ne confond pas la valeur universelle, dite américaine. Donc, l'école américaine qui prédit que ce système va finir, l'économie chinoise va s'éclater. Donc, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'avenir. L'école française que je vis ici, moi, j'aurais aimé de citer, les Français pensent que les Chinois sont tout puissants. Quand les Chinois font les Jeux olympiques, les Chinois font l'espoir universel, les Chinois font les meilleurs. Donc, les Chinois tout puissants. Tout puissant va finir un jour, va manger, va bouffer la France. Non. Moi, j'ai été écrit, c'est la société chinoise qui a plein d'avenir, c'est les témoignages. Ça peut être donnant-donnant, vous dites. Mais justement, au sujet de la bataille commerciale qui oppose les États-Unis à plusieurs autres pays, dont la Chine, quel est votre regard sur le point de vue de Donald Trump, qui a aussi dans son discours ce que vous venez de dire, à savoir la Chine nous envahit, il faut qu'on se défende. Mais vous savez, cette guerre commerciale imposée par Trump, elle n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée. Vous savez, la Chine n'a aucune intention de déclencher cette guerre. Et notre président Xi Jinping a dit plusieurs fois qu'on a 1000 raisons de prévenir, de préserver cette relation chino-américaine. On n'a nulle raison de détruire. Et cette guerre qui est déclenchée par les Américains, pour nulle raison. Et on a envoyé des émissaires pour négocier, on a des accords, on a signé. Et le lendemain, il a renversé la table. Donc vous savez, c'est compliqué de travailler avec quelqu'un qui ne donne pas la parole. Moi, je vois la guerre, quel que soit, n'a pas d'avenir. Alors, il y a un passage très touchant dans votre livre. Là, on est loin de l'économie. On sait que vous œuvrez au dialogue interculturel entre la Chine et la France, notamment à travers d'ailleurs le groupe Les Amis de Wu Jianmin, ancien ambassadeur de France en Chine. De Chine en France, pardon, qui nous a quittés il y a quelques années, enfin en 2016 pour être précis. Que représentait-il pour vous, cet homme? Cet homme qui est, d'abord, c'est mon patron, c'est aussi mon ami. Vous avez été collaborateur de l'ambassadeur. J'ai presque 20 ans, je l'ai connu presque 20 ans. Il est mort par un accident de voiture. Donc, à Paris, il était très... Brutalement, oui. Il est très connu. Il est très connu parce que c'est quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui est volontariste, quelqu'un toujours des soucis pour améliorer la relation franco-chinoise. Moi, je pense qu'il a laissé un héritage formidable, qui est le dialogue et la paix. Ce qu'il a dit, moi, je pense que c'est le motto de mon association, les Amis de Wu Jianmin, est aimer la patrie, aimer l'humanité. On vit dans la globalisation. Il faut que les Chinois, les Français se parlent. Ce que nous faisons, c'est lancer une bourse Wu Jianmin pour favoriser les jeunes Français. Demain, je vais les voir. Ils sont déjà de retour. Ils ont 10. Ils ont visité 2 semaines à Pékin, à Shenzhen, à Chengdu. Ils ont découvert des choses sensationnelles. Ils ne peuvent pas voir ça. Vous savez, pour maintenir de bonnes relations, il faut que les gens se fréquentent. C'est pareil que tout à l'heure, vous mentionnez la relation franco-chinoise. C'est le président Macron, c'est le Premier ministre en espace de 6 mois. Quelle fréquence? Alors, quand on parle de la Chine, c'est vrai que c'est difficile de ne pas aborder cette question qui est souvent posée aux dirigeants chinois, la question des droits de l'homme et de la démocratie. Vous avez un point de vue intéressant. Vous dites que la démocratie n'est pas pour le moment une priorité pour la Chine, d'autant plus que l'élection du président Trump a changé la donne. C'est plutôt un contre-exemple, dites-vous, pour les Chinois. Mais vous nous amenez à réfléchir sur la méthode ancestrale de Lao Tzu. En quoi consiste cette méthode pour mieux comprendre justement cette question à la fois de la démocratie et du respect des valeurs individuelles en Chine? D'accord, déjà, la philosophie de Lao Tzu, ce qu'il a dit, c'est gérer un pays, c'est comme faire des mets, de bons mets. Donc il faut savoir les ingrédients, le moment, dosage. Le dosage aussi, il faut veiller du feu, il faut des grands feux. Donc c'est un art. Gérer un pays, c'est un art. Notion de la démocratie, vous savez, foncièrement en tant qu'intellectuel, j'adhère à la valeur de la démocratie. Je pense que mes compatriotes sont pour la démocratie. Mais la démocratie, c'est la notion du temps. Vous savez, la Chine, c'est la deuxième puissance économique. Mais par PIB par habitant, on n'est rien.
On n'est rien. Si la Chine, qui est PIB par habitant comme la France, je pense que le système doit changer. Maintenant, un pays 1,4 milliard, il faut que tout le monde s'entende. Il faut que la cohésion sociale qui reste. Il faut que tout le monde travaille. Et moi, je pense qu'il faut un pouvoir fort, mais ça ne veut pas dire que c'est un pouvoir fort qui est dans la défini. Ça veut dire que ce qu'on appelle la façon chinoise sera la finalité. Il n'y a pas de finalité. Une question pour finir. Quel est votre rapport, Tchoubo, à la langue française? Ah bon, vous savez, c'était une vieille histoire, mais je suis vraiment très ému. Vous savez, quand j'ai postulé, j'ai la chance de postuler dans l'université. J'ai choisi la langue française. Donc, je suis devenu un adepte de votre belle langue. J'ai fait mes efforts. Et j'ai de la chance. Jusque maintenant, je la parle. Merci beaucoup, Tchoubo, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. De Shanghai à Paris, mon regard sur la nouvelle Chine, c'est aux éditions Odile Jacob.